Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Océane. Hello. Ça va? Super, et toi? Oui, ça fait plaisir qu'on puisse faire l'interview parce qu'on s'était vu vite fait. On s'était vu à une double soirée au lancement du livre de Justine et de Sullivan. Exactement. Et c'est vrai que c'était cool de se voir un petit peu avant pour pouvoir se rencontrer. C'est rassurant en plus et tout comme ça. Oui, t'inquiète pas, je te promets, je vais pas te malmener. Et j'ai vu la vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos, qui était trop bien. Allez la voir juste après celle-ci. Juste après la Vraiment vidéo à la fin. avec Edouard, le carpool que tu as fait. Ouais. Donc j'ai l'impression que je te connais déjà. Mais oui, il y a un petit truc, il y a déjà une pré-relation. Et c'est cool parce que c'est vrai que tu fais beaucoup d'interviews, mais c'est souvent des interviews qui sont assez courtes. Oui, c'est des formats sur TikTok, ouais. ou des trucs c'est assez court à chaque fois. Des trucs médias, et là, tu vas pouvoir parler. Enfin, je te l'ai dit, vas-y. Développer toute ma vie. Pas de honte. Il y a ton single qui est sorti il y a quelques jours, là, quand on tourne ça. Mm-hmm. Comment ça s'est passé, cette histoire? Bah écoute, stressant un peu parce que c'est la première chanson qu'on dévoile de l'album. Un premier bébé lâché comme ça, qu'on peut plus toucher. Moi, ça me fait toujours peur à chaque fois de lancer des singles ou des EP parce que tu peux plus toucher à la musique une fois qu'elle est lancée. Tout le monde peut l'écouter. Mais en même temps, c'est soulageant. Il y a un stress en moins qui s'en va et j'avais trop hâte de la sortir. J'avais un super clip derrière qu'on venait de faire et tout, donc j'étais trop contente. Et parce que le clip, tu l'as sorti quasiment le lendemain. Ah oui, on l'a tourné 3 jours avant. Parce que j'avais vu sur Instagram que tu avais balancé en story les photos, mais je pensais que c'était des photos qui avaient été faites. Ah non, on a vraiment tourné dans la semaine. On est tout le temps un petit peu short sur les clips. Et on a attendu jusqu'à 4h du matin. Bon, c'était compliqué, en fait. Fallait qu'on ait le premier montage dans la nuit pour pouvoir le valider, pour pouvoir demander une deuxième version. Donc on n'a pas beaucoup dormi dans les jours qu'on suivit, mais au moins le clip était bien. Et l'accueil, est-ce que les gens étaient contents? Est-ce que tu as eu des petites critiques? Comment ça a été? J'ai pas eu de critiques encore. Étonnant, ça va vraiment, c'est rare, parce que pour le coup, je sais que la musique, il y en a pour tous les goûts et que les gens, des fois, ils peuvent être mitigés. J'ai étonnamment vu 0 critique. Pour le moment, après, on sait pas, on n'est jamais à l'abri. Oui. Tandis qu'avec mes anciens singles en français, par exemple, le premier, La Favorite, il avait été accueilli, c'était bien, parce qu'il a bien fonctionné. C'était un peu mitigé. Il y en avait qui détestaient, d'autres qui aimaient beaucoup. Et là, plus on avance, plus j'ai l'impression que c'est apprécié, de mieux en mieux accueilli. Donc, je suis vachement contente. C'est rassurant. Mais peut-être aussi parce que, tu vois, peut-être que La Favorite, c'était un peu clivant par rapport à ce que tu avais fait avant. Enfin, tu sais, ça a changé vraiment. Oui, il y avait et là, un vrai c'est vraiment changement. dans la continuité. Donc, complètement. L'album, de toute façon, pour moi, il est dans la continuité de l'EP qu'on a sorti en juin. Ça commence à se suivre petit à petit. Et puis, je pense qu'il commence à voir que je suis vraiment une artiste, que j'ai pas fait un premier son comme ça juste pour rigoler, quoi. Que je sors vraiment un album, que je sors des singles et que c'est un projet qui me tient à cœur. Oui, puis même toi, tu dois peut-être aussi, il faut aussi que tu apprennes à savoir qui t'es en tant qu'artiste. Ouais, ça prend du temps un petit peu. Bon, on s'est donné le temps avant parce qu'entre The Voice et The Voice Kids que j'ai fait en 2018, il me semble, et le tout premier single Trickshot, on s'est laissé 2 ans tranquille pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et encore aujourd'hui, ça change tous les jours. J'ai de nouvelles idées. Je me dis non, peut-être que finalement, je veux plus faire ce style de musique. Ça change tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un chemin, c'est un vrai chemin de devenir artiste. Quand tu dis on, c'est qui? Moi et mon label. Ah oui, d'accord. Parce que non, il y avait un vrai débat, rien que le débat de la langue que j'allais utiliser dans mes chansons, anglais ou français, c'était genre le plus gros débat de ces dernières années. J'arrivais pas à me décider, je voulais faire que de l'anglais. Puis après, j'ai fait La Favorite et j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, en fait, j'aime bien le français. Et depuis, je fais que du français. Donc l'album, c'est 100% français? Je sais pas. Ah, on verra. Je sais pas. Tu parles de The Voice Kids. Là, t'as quel âge aujourd'hui? 18 ans. Ouais, c'est vrai qu'on oublie que t'es quand même hyper jeune. En fait, t'as une carrière qui a commencé tôt, forcément, quand tu fais ce genre de programme. Je venais d'avoir 15 ans quand j'ai fait The Voice Kids. J'adore quand les gens me parlent de ces expériences télé, parce que j'adore connaître un peu les coulisses de tout ça. C'est pas pareil, hein. Pourquoi? C'est pas pareil. Moi, j'étais contente de l'expérience en général. Après, quand tu en ressors, c'est une expérience à vivre. C'est un truc incroyable de passer à la télé, sur TF1. En plus, c'est pas n'importe quelle chaîne. Mais il y a quand même ce truc de, c'est pas pareil qu'à la télé. Tu penses que attends, c'est quoi les petits trucs? Voilà, c'est quoi les petits trucs avant que tu fasses The Voice Kids? Tu disais, mes attentes. C'est comme ça. Voilà, c'est attente versus réalité. Mes attentes déjà, c'était de passer du temps avec le coach que j'allais choisir. Je pensais que t'arrivais et tu chantais ta chanson, point. Et en fait, on se rend pas compte, mais il y a des jours et des jours de répète, de tournage. Les interviews sont filmées, tu mets pendant 3 jours la même tenue.
Ça, c'était un peu crade quand même. Merci mais parce que non, mais vraiment, ils te maquillent et te coiffent vraiment exactement pareil pendant 3 jours pour que tu puisses faire tous les contenus comme si c'était tourné le même jour. Ouais. Et après, la seule déception que j'avais, c'était de passer si peu de temps avec les coachs en fait. Parce qu'en fait, t'as d'autres coachs, c'est ça? On a des vrais coachs derrière. Pas des vrais coachs, c'est pas gentil de dire ça. Mais on a des coachs vocaux en tout cas qui sont vraiment formés pour coacher des élèves ou enfin, ils sont profs de chant quoi. Ouais. Et qu'on voyait pendant des 6 heures par jour quoi. Ah, c'est autant de temps que ça. Oui, on les voyait beaucoup. Mais alors attends, parce qu'à ce moment-là, t'as quel âge quand tu fais ça? Je venais d'avoir 15 ans et c'est diffusé quand j'ai 16 ans. Et comment ça se passe entre toi qui es élève et toi qui es en même temps sur The Voice? C'est pendant les vacances scolaires ou comment tu gères ça? Du coup, c'était pendant les vacances scolaires. La plupart du temps, c'était bien organisé. Je me rappelle pas avoir raté vraiment beaucoup de cours, peut-être une journée maximum. Parce que sur 3 jours de tournage, il y avait toujours un moment où... Moi, en plus, je venais de Paris, donc ça allait, ça me facilitait. J'étais pas loin. Mais les gens qui venaient du Sud, il fallait qu'ils prennent le train. Il y avait une nuit d'hôtel. Enfin, tout était pris en charge. Mais voilà, on pouvait rater 1 ou 2 jours de cours, mais franchement, c'était bien organisé. Ouais. Ok. Et cette expérience-là, comment tes parents la vivent? À ce moment-là, tu vis avec ta maman? Je vis avec ma maman et mon papa, il me semble qu'il vivait à l'étranger à ce moment-là. Et en vrai, ça s'est bien passé. Ma maman et mon papa, ils n'étaient pas très inquiets. C'est plus les réseaux après qui les ont... Ma mère, ça l'a pas inquiété plus que ça, mais c'était plus impressionnant. Tandis que là, on savait que c'était une émission que je voulais faire depuis toute petite. Ah oui, ça faisait longtemps, c'était en toi, t'avais vraiment envie de faire ça. J'avais vraiment envie de faire l'émission. Donc du coup, je sais pas pourquoi, depuis mes 12-13 ans, je regardais, je me disais, j'aimerais bien y aller quand même, essayer. Parce que forcément, ça met des étoiles dans les yeux. Tu penses qu'après ça, tu deviens une grande chanteuse. Et puis voilà, forcément. Et mes parents, ils savaient, ils étaient déjà un peu préparés, je pense, au fait que peut-être qu'un jour, j'allais réussir à y aller, quoi. Et ça s'est assez bien passé. Et puis après, moi, j'en ai gardé des bons souvenirs, quoi. Enfin, c'est une super expérience pour gérer le stress, déjà. Je crois qu'il n'y a plus rien qui peut me faire autant stresser que The Voice une fois que tu as fait ça. Oui, quoi. Puis tu es à l'aise. Enfin, là, par exemple, on voit en interview, c'est pas un exercice qui te tend. C'est pas tant les caméras qui étaient stressantes, en fait. C'était plus le fait que tu viennes pendant 3 jours et que le 3e jour, tu passes à 22h et que tous les jours, ça fait 3 jours que tu te lèves à 5h du matin, que tu viens, que tu répètes, qu'on te fait monter la pression, en fait, sans faire... ils font pas exprès, mais on te fait monter la pression en permanence. Et là, tu arrives et là, tu as 3 minutes pour faire tes preuves, même pas 2 minutes, je crois. Et la plus grosse angoisse, c'est que les sièges se retournent pas. Et je pense que le fait que moi, ils se soient retournés si vite, ça m'a beaucoup détendu pendant ma chanson. Et je pense que les autres, où ça se retourne plus tard, c'est super difficile. Ah, c'est 2 minutes d'angoisse horrible. Ah ouais, en fait, je pense que tu essaies de te la donner au maximum, de tenter des trucs, et le stress, ça s'entend facilement dans la voix. Donc moi, j'ai eu de la chance qu'il se retourne aussitôt, je pense. Et t'as passé un casting ou est-ce qu'on était venu te chercher? Alors, je m'étais inscrite, mais 3 ans avant. Ah oui, d'accord. Et je crois que j'avais pas eu de réponse, parce que je pense que je m'étais pas inscrite au bon moment, on n'a jamais su. L'année d'après, ils me contactent parce que je faisais des petites vidéos de chant sur YouTube. Ils m'ont trouvé, je sais pas trop comment, et ils m'ont proposé de venir passer le casting. J'ai passé le casting et j'ai pas été prise. Et ils m'ont rappelé l'année d'après. J'étais un peu sceptique, j'étais en mode, enfin, si vous me faites encore revenir pour me taire, ça va aller. Et j'y suis allée, ils m'ont dit, c'est bon, tu t'es prise. Donc ça a pris un petit peu de temps avant d'y aller. Et la musique, ça vient d'où? Ça vient de tes parents? Mon grand-père me faisait écouter beaucoup de musique, surtout de l'opéra. Donc, j'ai fait une formation lyrique à 12-13 ans. Ouais. Et depuis toute petite, j'écoute énormément de musique, surtout par mon grand-père, je pense. C'est lui qui m'a beaucoup donné le goût. Il m'a fait faire des cours de piano, il m'a un petit peu initiée à tout, en fait. Donc, en fait, tu as une éducation aussi très artistique. Enfin, c'est pas sorti de nulle part. J'avais une famille très ouverte au milieu artistique et j'en suis super contente parce que je sais qu'il y a des gens, on n'est pas tous élevés de la même façon. Et moi, on était hyper ouverts là-dessus. Ils me faisaient toucher à tout, aux instruments, à la musique. On me faisait écouter tout. On me faisait voir des opéras. On allait au théâtre. Donc, j'ai eu une éducation qui m'a beaucoup ouvert à ça, je pense aussi. Et tes parents, ils ont un métier qui a un rapport avec l'art ou pas du tout? Non, personne dans ma famille d'ailleurs. Conventionnel Non, ouais, très conventionnel. C'est quoi ton cercle familial? Enfin, il est composé de qui? Alors, je suis fille unique. Ouais. Mes parents sont divorcés, donc j'ai vécu quasiment qu'avec ma mère. Mon papa a 2 enfants. Et ouais, je vis surtout avec ma maman et c'est elle qui elle est là sur tous mes projets, elle me soutient beaucoup, beaucoup. Elle est derrière moi surtout. Les réseaux, elle gère tout. Elle s'occupe de tout. Et quel regard elle a sur ta médiatisation? Est-ce que ça lui fait peur aujourd'hui? Est-ce qu'elle voit que tu gères quand même? Parce que je pense que c'est une maman et oui, ça reste une maman, ça doit avoir de l'angoisse, je pense. Mais je trouve que ça va. Je trouve qu'elle gère bien et qu'elle me fait beaucoup confiance.
Moi, j'ai voulu arrêter l'école après le bac. Elle m'a soutenue sur cette décision. Elle m'a soutenue quand j'ai voulu faire le CNED, sur ma dernière année de terminale. T'as fait le CNED ? Ouais. Partenaire de CNED. Pendant 1 an. C'était pas facile, hein. T'as réussi à valider quand même avec le CNED ? Ouais, j'ai eu le bac. M'en suis bien, j'étais contente. Je m'en suis bien sortie, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Donc elle m'a fait confiance là-dessus, même en prenant le risque de se mettre quelques personnes de la famille à dos, parce que c'est des décisions... Mais ça, c'est fou, parce que j'ai l'impression que nous, les Knédiens, c'est comme ça qu'on nous appelle, Knédiens. C'est pas hyper bien accepté. On nous voit comme des déscolarisés, en fait. Ouais. Moi, les gens me disaient, mais pourquoi tu vas arrêter l'école ? Alors, je crois que tu n'as pas compris. Je n'arrête pas l'école, je fais l'école à la maison. Oui, donc tu dors la journée, quoi. Enfin, les gens, voilà, ils pensent qu'on ne travaille pas. Ouais. Mais en fait, si je ne travaille pas, je n'ai pas mon bac à la fin de l'année. Donc, moi, je voulais mon bac et après, j'avais besoin de prendre une pause et me consacrer à tous mes projets, en fait. C'était trop important pour moi. Tu vas au CNED parce que tu es quand même bien là dans le milieu de la musique et les réseaux, ça prend un peu... Les réseaux, ça prenait... Ouais, ça faisait 6 mois que ça avait pris, je crois, à peu près. Et j'avais déjà 1 million d'abonnés sur TikTok en 6 mois. Enfin, c'était... L'engouement, il a été très vite, en fait. Donc, je voyais le truc arriver gros comme une maison. Je voyais mes abonnés qui n'arrêtaient pas d'augmenter, les demandes, les voyages professionnels. Je voyais tout qui arrivait. J'ai fait, OK, non, je me relance pas dans une année au lycée. Je veux avoir le choix de pouvoir gérer mon emploi du temps, en fait. Et au lycée, c'était comment l'ambiance quand tu as commencé à avoir un peu des abonnés ? Est-ce que d'un seul coup, tu es devenue la nana avec qui être pote ou au contraire, est-ce que tu es devenue un peu la fille à part Je me faisais harceler déjà depuis toute petite, donc moi, à l'école, ça n'a jamais été, en réalité. Et par contre, j'ai commencé les réseaux pendant le confinement, donc en fait, j'ai plus remis un seul pied dans mon lycée après. Parce que t'as enchaîné comme ça. Ouais, j'ai fini mon année en confinement. Et en même temps, j'ai commencé les réseaux. Ça a démarré. Pendant l'été, ça a été un gros truc à ce moment-là. Et la rentrée, je me mets au CNED. Et en fait, j'ai plus jamais remis un pied dans mon lycée. Ah, pour le coup, toi, ça t'a bien aidé. Moi, c'est tombé au bon moment. C'était parfait. Histoire de... Et quand t'étais plus jeune, tu te faisais harceler sur quelle thématique ? Enfin, c'était ciblé ou c'était global, vraiment gratos, c'était global, c'était des fois sur le physique. C'était surtout mes fréquentations. Ouais, c'était sans raison. De toute façon, je pense qu'il n'y a jamais de raison valable pour harceler quelqu'un. Mais ouais, c'était compliqué. Moi, je sais que mon papa, des fois, il venait devant l'école pour pas faire peur, enfin, un peu faire peur aux grands pour qu'on me laisse tranquille. Et moi, c'était menace de mort. On m'avait suivi après l'école. Je recevais des appels d'inconnus en permanence. Enfin, c'était sans cesse. Et il n'y avait pas de raison particulière, quoi. Non. C'était... Non, mais t'as réussi à en parler, par contre. Ouais, j'ai réussi à en parler. Ça, c'est bien. C'est pas un truc... Parce que déjà, je le voyais pas comme du harcèlement. Déjà, ça prend du temps avant de comprendre que c'est du harcèlement, je pense. Et quand ils ont une cible et qu'ils se mettent à plusieurs dessus, que ce soit du jour au lendemain, après, voilà, t'as les populaires qui harcèlent cette fille. Donc moi, j'ai mes amis qui sont partis du groupe, qui sont partis dans le groupe des gens qui harcelaient. Et c'était tout le temps comme ça. T'avais les paumés, donc nous, et les populaires, entre guillemets, qui faisaient la misère aux autres. Et le fait d'avoir été déscolarisée comme ça et de pas avoir terminé, entre guillemets, ton lycée de façon classique, est-ce que tu as l'impression que tu as manqué certains moments de vie d'adolescente ? Parce que d'un seul coup, tu as été propulsée hyper vite, comme en plus c'était pendant le confinement. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais tu n'as peut-être pas perçu d'un seul coup l'impact que tu avais. Ouais, ça, ouais. Parce que tu sors de chez toi. J'étais enfermée à la maison, je sortais pas. Le million d'abonnés, tu le vois pas, quoi. Ah, tu le vois pas, tu te rends pas compte. C'est dur de visualiser 1 million de personnes devant toi, de toute façon. Ouais. Et j'avais... On parlait de quoi ? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a empêché de vivre certains moments de ta vie d'ado ? Ouais. Je me le dis de temps en temps, ça, que peut-être que j'ai raté quelques trucs parce que j'ai encore quelques potes qui sont au lycée, etc. Et je les vois aujourd'hui et je me dis, ouais, peut-être que je rate des trucs, mais en même temps, pour rien au monde, je changerais la vie que j'ai aujourd'hui, en fait. Quel truc ? Sur quel truc ça te fait dire leur petite soirée. Bon, je sais pas si c'est les révisions de cours qui manquent, mais je sais pas, l'ambiance de finir une année tous ensemble. Je sais pas, il y a une certaine ambiance au lycée parce que au lycée, ça se passait déjà un petit peu mieux. Je recevais quand même moins de haine, à part en fin d'année. Je sais pas pourquoi, la fin d'année, c'était le moment où tout le monde s'excitait et avait envie de me tuer. Et je sais pas, ça me manque pas particulièrement, mais des fois, j'y pense et je me dis peut-être que je grandis trop vite. C'est surtout ça que je me dis, peut-être que je grandis trop vite, peut-être que je suis devenue mature trop vite, peut-être que j'ai eu trop de responsabilités, peut-être que... Et en même temps, j'aime bien ma vie comme ça. Et alors, à l'inverse, si on essaie de prendre le truc un peu plus du côté positif, qu'est-ce que ta vie aujourd'hui t'a apporté comme expérience de fou
que tu n'aurais jamais pu vivre si tu étais restée au lycée Tous ces voyages, ce confort de vie qui fait qu'à 18 ans, je vais pouvoir prendre mon appartement tout seul. J'ai un confort de vie que j'aurais jamais eu. C'est très rare à 18 ans d'avoir autant d'opportunités, de rencontrer autant de gens, de pouvoir découvrir autant de milieux différents. J'ai eu des opportunités au cinéma, sur TF1, pouvoir sortir un album comme ça et se permettre d'avoir du budget sur des clips parce qu'on sait qu'il y a des gens derrière qui m'écoutent, etc. Ouais, j'ai un confort que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens à mon âge qui ont ce genre d'opportunités. Et au niveau du travail, moi je me posais une question, alors c'est peut-être une question bête, mais comme on parlait tout à l'heure justement de tes voyages, comme tu parlais là de tes voyages, etc. Au niveau du travail des mineurs, comment ça se passe? Parce que là, Maintenant j'ai 18 ans. Maintenant t'as 18 ans, mais il y a encore 6 mois, t'avais pas 18 ans. C'est ça. Comment ça se passe là-dessus? Je pense à ça parce que j'ai vu une polémique sur Twitter, vraiment un truc débile, mais par rapport à Weshden, qui n'avait pas pu être là sur la fin d'un plateau de Danse avec les stars, parce que comme elle était mineure, tu vois, en termes d'heures de tournage, elle pouvait pas être là. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de problème? J'ai entendu parler il y a des règles comme ça, il me semble. On peut pas faire travailler les mineurs jusqu'à une certaine heure, il me semble. Ou par semaine, on avait ça avant au studio. J'avais pas le droit d'être là trop d'heures dans la semaine parce que sinon, ça dépasse les heures de travail autorisées pour les mineurs, en effet. Moi, j'ai jamais confronté ce problème et ça se trouve, on a déjà dépassé les heures sans le savoir sur des tournages. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai jamais fait face à ce problème. Et après, c'est pour l'argent. Je pense que les gens se posent la question. Est-ce qu'on touche l'argent? Est-ce que c'est les parents qui touchent, etc. Ça dépend. En fait, ça dépend. Si on ouvre une société, si on est en autre, ça dépend de plein de choses. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et il faut savoir qu'en étant mineur, j'ai touché très peu d'argent parce que j'ai vraiment pas travaillé avec les bonnes personnes au début. Ah, super. Donc au début, les gens pensent que les influenceurs sont forcément riches parce qu'on a des abonnés. La première année, c'est-à-dire jusqu'à... Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que je pense que j'ai commencé vraiment à gagner de l'argent en janvier dernier. Ah oui, là, tu parles de l'influence. Donc, l'influence, en tout cas, quand tu étais sur les placements et tout. Parce que là, tu es en agence, là. Je suis en agence. Mais j'étais en agence avant aussi. Et j'avais... La mauvaise agence. J'étais vraiment dans le rouge en permanence. C'est fou. Pour réussir mes projets, j'ai dû vraiment me mettre dans une galère de sous monstrueuse. Mais ça, moi, je trouve ça fou que... Enfin, tu vois, si jeune, tu étais confrontée aussi à ces problématiques-là d'argent. Ta maman, elle réagissait comment? Tu lui en parlais ou pas? Elle me prêtait de l'argent et après, quand j'ai commencé à toucher de l'argent, je lui ai tout remboursé parce que je déteste avoir des dettes en plus, donc c'était très dur pour moi. Mais j'étais dans une agence où on avait très peu de partenariats, même, je dirais quasiment pas, où les paiements étaient en retard, mais vraiment très en retard, c'est-à-dire 1 an plus tard. Oui, là, c'est vraiment du retard, effectivement. C'est un certain retard et les voyages professionnels étaient à nos frais, tout était à nos frais. Et pour un influenceur qui vient de commencer, qui n'a jamais travaillé de sa vie, je démarre avec 50 € sur mon compte, je fais comment? Oui, et puis surtout, tu n'avais pas de repères, en ce sens que tu ne savais pas vraiment comment ça se passait, quand tout se passe bien. Ouais, pour moi, je me suis dit, peut-être que c'est comme ça, peut-être que les influenceurs, en fait, ils payent tous leur voyage. On pense tous qu'ils sont riches, mais en fait, ils sont tous pauvres. Pour moi, j'ai commencé à visualiser ça comme ça. Et petit à petit, tu comprends que dans les agences d'à côté, ça ne se passe pas comme ça. Et voilà, après, c'est un projet qui venait de démarrer et oui, il n'y avait pas énormément de budget pour tout le monde. Donc en vrai, on était tous contents d'être là et on est hyper reconnaissants, je pense, d'avoir tous participé au projet de la French House avec Louise, etc., parce que ça nous a apporté beaucoup. Et ma maman, elle voyait, je pense, quand même l'impact qu'avait ce projet. C'est pour ça qu'elle me prêtait de l'argent, parce qu'elle savait que ça allait revenir un jour ou un autre. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, la French House, c'est une sorte de maison dans laquelle vous veniez créer du contenu à plusieurs TikTokers. Mais vous y viviez pas vraiment. Non, la French House donc Alésia, la villa qu'il y avait à Paris, elle était louée, il me semble, le week-end. Moi, j'ai fait que 2 week-ends là-bas. Pour te dire, on n'y allait vraiment pas très souvent. Et l'été, on partait en voyage à l'étranger. Ok. Donc, ça a été beaucoup de dépenses pour nous, en tout cas pour des gens si jeunes et qui n'ont pas forcément d'argent. Ça a été compliqué, mais au final, sur le long terme, ça a été rentable. Oui, parce que le but, c'est ça, c'est que vous créiez du contenu ensemble, que ça fasse une synergie de groupe, que ça fasse des jeunes qu'on a envie de suivre. Oui, ça crée de l'engouement, en fait, qu'on soit plusieurs. Oui, puisque c'est là qu'on a découvert ton profil plus, du coup, influenceuse. Exactement. Parce que comme tu as la double casquette musique et influence, est-ce que le fait que, justement, tu aies cette double casquette, c'est bien vu dans la musique ou est-ce qu'il y a un certain truc de « Ah non, elle est influenceuse ». Je pense que ça peut mettre une barrière. Ça dépend, en vrai. Je pense que ça dépend beaucoup. Et aujourd'hui, c'est encore compliqué pour moi, des fois, parce que j'ai pas envie d'arrêter l'influence. Ça me plaît, ce que je fais. J'aime les gens avec qui je travaille. Je suis bien.
Et puis ça me rapporte aussi mon argent, tandis que la musique à côté, c'est pas facile de gagner un bon salaire avec ça pour le moment. Mais ça reste ma passion, donc j'essaie de trouver un moyen de concilier les deux tout le temps, qu'il n'y ait pas un peu trop de l'un sur mes réseaux et pas un peu trop de l'autre. Mais c'est compliqué des fois. Et puis oui, je pense qu'il y a des gens qui me prennent un peu moins au sérieux parce que je suis influenceuse. On m'a déjà fait la réflexion, mais c'est plus en mode... j'ai eu peur quand j'ai entendu que tu étais influenceuse, mais en fait, ça va, t'es cool et tout. Parce que je pense qu'il y a aussi les gens qui ont juste les a priori les plus basiques sur les influenceurs, qu'on est des gens un peu de nous-mêmes, qu'on gagne de l'argent sans lever le petit doigt, etc. Il y a beaucoup de préjugés, je pense, sur nous. Après, on est tous différents. Il y en a qui font leurs sous sans faire grand-chose, et t'en as qui bossent énormément et qui gagnent pas tant leur vie que ça, en fait. Et t'as des sortes de mentors dans la musique, justement, qui peuvent peut-être dire non, mais OG, elle est pas comme ça. Tu vois, prêcher un peu pour ta paroisse, peut-être. Je sais pas si j'ai encore... Non, je pense que j'ai pas de mentor encore. Et alors, une personne que t'admires vraiment pour son parcours professionnel, qui, t'aimerais bien être un peu... Enfin, avoir le même genre de parcours, tu vois. C'est compliqué, ce genre de questions, à chaque fois quand on me demande mes inspirations en musique ou quoi, parce que je suis vraiment très peu en contact. Enfin, je suis pas en contact avec énormément d'artistes. Je suis quasiment en contact qu'avec des influenceurs tout le temps. Je saurais même pas dire. Bah, tu fais du trust out, quoi. Ouais, je suis mon truc. En fait, j'ai l'impression... j'arrive pas à m'identifier déjà à quelqu'un en France, parce que j'ai l'impression de faire un parcours très différent des autres. J'ai l'impression de proposer un style de musique aussi qu'on n'entend pas tant que ça en France, en ce moment en tout cas. Je sais pas, j'ai l'impression de faire un chemin différent des autres, donc je m'inspire pas vraiment d'autres gens, je trace ma route. Mais alors, tes potes, justement, qui sont les gens qui t'aident à, tu vois, à te recentrer, j'ai des gens en réseau. On parlait d'Edouard aussi à un moment. Edouard, c'est quelqu'un, personne ne savait qu'on était amis jusqu'à ce qu'on sorte cette vidéo YouTube Carpool. Parce qu'en fait, on se voit vraiment quand j'ai un coup de blues, quand il a un coup de blues, quand on a envie de rigoler, quand on a envie de sortir, faire la fête, etc. Edouard, on s'est toujours vu, mais sans... on prend jamais le temps de faire des stories, on prend jamais le temps de se montrer ensemble, etc. Donc c'est un ami que je vois un peu hors réseau, en fait. Et en plus, on n'est pas du tout de la même génération. Lui, c'est YouTube, moi, c'est TikTok. C'est différent, donc on n'a pas le même rapport au réseau. Et puis après, j'ai mes amis en dehors. Il me reste quelques amis du lycée, même si c'était pas la folie là-bas. J'ai encore 2-3 amis qui me restent et qui habitent dans ma ville, à quelques rues de chez moi. Donc dès que j'ai un petit coup de mou, on va se prendre un verre ou je me change les idées. On parle d'autres choses, on parle de leurs problèmes du lycée. Ça me rappelle un peu moi ce que j'avais avant, donc c'est cool. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à avoir, et si la réponse est non, c'est pas grave du tout, tu vois, mais à avoir des amis qui sont plus dans ce milieu, comme tu as des problématiques de vie qui doivent être hyper différentes de gens qui sont lycéens ou en BTS ou en études, est-ce que tu arrives quand même à te retrouver avec eux ou c'est compliqué ? Alors oui, dans la mesure où c'est des gens que je connais depuis assez longtemps pour qu'ils aient suivi l'évolution de mon parcours. Donc ils savent un petit peu ce qui se passe, ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Quand je leur parle de mes problèmes, ils sont aptes à comprendre. Tandis que je prendrais quelqu'un qui n'y connaît rien au réseau, je lui raconterais mes problèmes, il ne comprendrait pas forcément. Donc c'est plus compliqué pour les nouvelles rencontres. Mes amis, en tout cas, aujourd'hui, que j'ai dans ma ville, dans mon coin, vraiment de mon ancienne vie, entre guillemets, je peux leur parler de mes problèmes comme ils peuvent me parler des leurs, en fait. Ça va, je trouve qu'il n'y a pas trop de barrières, en fait. Et quand tu as des soucis du genre bad buzz ou buzz, t'arrives à en parler ou tu gardes les trucs un peu pour toi ? Ça dépend. En fait, ça dépend si ça m'atteint ou pas, en vrai, parce qu'il y a des choses qui m'ont affectée, comme il y a des choses qui m'ont beaucoup moins affectée. Et ça va, j'arrive à en parler. Et ils me connaissent assez pour savoir que la plupart du temps, ça me touche quand même. Ils m'envoient juste des petits messages. J'ai tendance à me renfermer. Je vais m'enfermer un petit peu et rester chez moi et pas trop sortir et voir personne dans ce genre de situation. Mais je sais que j'aurai quand même leurs petits messages de soutien pour me rappeler qu'ils sont là et que si j'ai un souci, je peux quand même aller les voir. Donc je trouve que je suis bien entourée vis-à-vis de ça. Parce que je suis toujours un peu choquée. Moi, c'est vrai que je t'avais découverte au moment où t'as explosé, pendant le confinement et tout. Et je suis toujours un peu choquée, surtout sur TikTok, de la viralité des choses et à quel point il y a parfois un acharnement. Ça me choque vraiment de le voir et de voir ce que tu as pu prendre dans la tête sans rentrer dans les polémiques que tu as eues, parce que ça, bon, de toute façon, tu as parlé 1000 fois et c'est ta vie, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'impact qu'un bad buzz ou qu'un buzz peut avoir sur toi. Quand d'un seul coup, tu as un acharnement comme ça qui t'arrive dans la tête, comment tu le gères ? Est-ce que tu vas être triste ? Est-ce que tu es accompagnée psychologiquement par rapport à ça ? Comment ça se passe ? J'ai personne. Je suis jamais allée dans le domaine professionnel de la médecine pour trouver quelqu'un pour m'aider. J'ai jamais suivi de psychologue ou de thérapeute.
Ça ferait peut-être pas de mal, des fois, je me dirais. Mais c'est compliqué, en fait, parce que ça dépend sur quoi on m'attaque, parce que j'ai eu beaucoup de polémiques. Là, par exemple, un truc tout bête, mais mes cheveux, je me fais insulter des fois. Ils sont en mode « t'as ruiné ton visage, t'es devenu horrible, etc. » Tu sais, c'est des mots forts. Et les gens sont très mal élevés, des fois, en commentaire. On a envie de leur dire « mais tu peux, oui, il n'y a pas de souci, tu peux donner ton avis, mais tu peux le donner de façon constructive. » Ce genre de choses, ça ne m'atteint pas sur mon physique, tout ça, j'avoue que je m'en fiche. Quand on rentre dans la vie privée et que moi, je me rappelle très bien cet été, me cacher dans un hôtel avec mon ex-copain parce que on s'était remis ensemble, on l'avait dit à personne et on faisait tout en cachette parce qu'on avait vraiment peur de se faire filmer dans la rue et c'est arrivé en fait. C'est-à-dire que juste aller chercher à manger, on s'est fait filmer. Tu sais, on se croirait dans un film un moment. Alors c'est quoi? Là, en gros, on t'attaque parce que tu t'es remis avec ton ex et que tu l'as pas dit en fait? Ouais, mais parce que il y avait toutes les histoires de tromperie, etc. Donc du coup, les gens n'étaient pas d'accord avec la décision que je m'en mette avec lui. Cette phrase, elle est folle. Non, mais c'est dingue. Les gens n'étaient pas d'accord avec. Et puis surtout que je fais des erreurs parce que c'était sûrement une erreur, mais je fais des erreurs d'une gamine de 18 ans en fait, qui découvre encore ce que c'est l'amour, qui découvre encore ce que c'est qu'une relation, qui découvre ce que c'est de se faire tromper. Et j'en ai fait des conneries. Aujourd'hui, je sais que je me remettrai pas avec un mec qui m'a fait du mal comme ça. Mais sur le coup, c'est super dur de dire je suis la seule qui pense que c'est une bonne décision ce que je fais et j'ai le monde entier contre moi. Que ce soit mes amis, mes proches, les gens sur les réseaux. Et c'est pour ça qu'on s'est cachés et qu'on se montrait pas et qu'au final, à un moment, on s'est dit en fait, on a faim, il n'y a pas de restaurant dans l'hôtel, donc on sort. Et on s'est fait filmer 3 fois en 20 minutes. Et j'ai des amis qui ont Tony DSTS, qui a le compte de Gossip, etc. Il m'a bien servi pour faire cette vidéo. Il a fait 3 vidéos sur toi, je regardé les 3 vidéos, j'ai fait ok, c'est bon, je c'est bon, c'est réglé. De tous les dramas. Non, il a tout résumé. Et il m'a envoyé dans ses DM, il recevait ce genre de vidéos en mode de regarde, on les a vues ensemble et tout. Et en fait, les gens, ils rentrent dans une curiosité très, très malsaine de ta vie privée. Et là, tu te dis, mais à un moment, tu sais, tu finis par les écouter, les gens, tu te dis, mais en fait, ok, je vais le quitter, en fait, c'est bon. Je veux juste pas subir tout cet acharnement, donc c'est bon, je le quitte. Ouais, c'est. On est arrivé là, tu vois, c'est des. Là, ouais. Et ça, j'avoue, ça m'a atteint, mais violemment. Cet été, en juin, j'étais vraiment dans un mal, mais profond. Mais je le montrais pas tant que ça. Parce que j'avais mon EP qui sortait, parce que j'avais plein de projets qui arrivaient, mais j'étais vraiment profondément triste et dégoûtée du milieu, quoi. T'as hésité à arrêter un peu l'influence? Ouais, il y a des moments où tu te dis, je peux plus, j'arrête. Mais tu peux, en fait, c'est comment tu retombes dans l'anonymat après tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, même si toi, il faut être très patient, je pense. Il faut une réelle patience pour retomber dans l'anonymat. Et en vrai, est-ce que aussi, tu vois, le fait d'être un peu connu, c'est peut-être quelque chose, parce que je pense que tous les influenceurs, il y a quand même ce besoin aussi, tu vois, d'attirer l'attention, de regard, sans que ce soit négatif de dire ça, mais on a quand même besoin de l'amour des gens, donc il y a peut-être aussi ce truc qui t'anime quand même d'avoir... Oui, parce que au milieu de toute cette haine, il y avait quand même un petit peu de positivité, il y avait quand même des gens qui venaient rappeler dans les commentaires, c'est sa vie, malheureusement, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est sa vie, elle fera ce qu'elle veut. Et en fait, c'est très dur parce qu'on nous reproche souvent d'être à la source des dramas, qu'on essaye de créer du buzz, etc. Mais quand tu rentres dans ce vice de les gens vont carrément te filmer dans la rue, tu as envie de leur dire je me cache de vous pour pas que vous me voyez carrément. Vous venez filmer ma vie privée dans un moment où j'essaie de me cacher. Et encore là, on va me mettre à la source du problème en me disant t'essayes de faire du buzz alors que je me cachais littéralement, quoi. Enfin, on arrivait à se cacher, c'était grave. Franchement, je trouve ça horrible qu'à 18 ans, tu sois dans ce truc... Tu sais, mais tu te croirais dans un film, un documentaire de Justin Bieber à l'époque de Selena Gomez, quoi. Tu te dis, c'est ma vie, en fait. C'est un truc de fou, mais tu pourras jamais rien y faire parce que les gens sur les réseaux sont curieux dans tous les cas et vont toujours essayer de chercher à comprendre ce qui se passe dans ta vie, tout ça. Donc ça, je le comprends et on en est tous conscients. Et puis des fois, t'as un acte, tu postes une vidéo... en visant quelqu'un parce que t'es énervé, un excès de colère, et voilà. On en voit plein, mais en fait, un peu. Les excès de colère, des fois, on se rend pas compte, mais à 18 ans, c'est dur de gérer tout ça, en fait, toute cette pression, de gérer des problèmes perso, sentimentaux en même temps. En fait, c'était dur de tout gérer émotionnellement. C'est peut-être là que j'aurais dû voir quelqu'un pour peut-être m'aider à mieux gérer mes émotions, à mieux me canaliser, etc. Mais tu sais, on le dit souvent là dans le clip d'Alix, mais on peut voir quelqu'un sans forcément que ce soit un moment justement où c'est dramatique et où vraiment tu sens, mais que si tu as vu quelqu'un avant et que régulièrement tu vois un psy, tu vois un thérapeute, peu importe tu vois, le type de thérapie, et bien ça te permet justement que quand il se passe ce genre de truc,
t'es déjà bien fait tes armes, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Pour l'affronter, quoi. Et est-ce que la musique, à ce moment-là, rentre en compte quand t'es dans ces périodes où c'est très compliqué? Est-ce qu'au contraire, t'es hyper productif? Parce qu'il y a des gens, quand ils sont malheureux, c'est là où ils vont écrire leurs meilleurs textes parce que ça ressort comme ça. Ou est-ce qu'au contraire, c'est des périodes où t'arrives pas à travailler? Moi, ça m'a bloqué. Ça m'a full bloqué. Là, je prends l'exemple de l'EP qu'on a sorti en juin. Bon, après, l'EP était déjà prêt. Ouais. J'avais bossé dur pour le finir, donc je sortais déjà d'une période de travail où j'avais beaucoup bossé, où j'étais, je pense, un peu fatiguée de tout ça. Est venue toutes ces histoires, de ces polémiques et ces problèmes de cœur. Tout est venu en même temps. Et là, j'ai craqué. J'ai été improductive tout l'été. Je suis revenue, j'ai dû écrire un album, j'ai un peu bégayé. Mais pendant tout l'été, j'ai rien fait. J'étais incapable. J'ai essayé d'écrire des petits trucs comme ça. J'étais incapable. Et pourtant, j'en avais des choses à dire. Mais ça a mis du temps. Déjà, j'ai pris le temps de guérir un peu des blessures au cœur. J'ai pris le temps de sortir de ces polémiques et de retrouver un environnement sur les réseaux un peu plus sain, entre guillemets. Et à la rentrée, c'est pour ça que ça allait beaucoup mieux. Et j'ai pu écrire mon album. Et ça m'a encore plus aidée, je pense, parce que par contre, pour le coup, ça me libère beaucoup. Donc ton album, dans chaque son, est-ce que c'est des sons qui ont un rapport avec toi, avec ce que tu as vécu, ou est-ce que c'est des jolies paroles, entre guillemets, tu vois, mais où il n'y a pas de... Pour moi, elles me parlent toutes. Elles parlent toutes d'un moment de ma vie ou d'un sentiment que j'ai ressenti. Elles sont toutes proches à mon histoire, en tout cas. J'écris vraiment mes chansons en fonction de ce que je ressens. Et est-ce que tu es aidée pour écrire? Y a un auteur, tu travailles avec qui là-dessus? Alors, c'est la première fois qu'on me proposait de chanter des chansons que je n'avais pas écrites. Et sur l'EP, j'avais tout écrit. Et j'aime beaucoup écrire mes chansons et ça me tient à cœur. Et là, j'avoue que déjà, pour un souci de temps, par rapport à la date qu'on voulait mettre sur l'album, c'était un petit peu compliqué que j'écrive tout parce que là, ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie. Déjà, là, sans tout écrire, ça a été vraiment très difficile. Et c'est la première fois qu'on me proposait de chanter des chansons que j'avais pas écrites. Et au début, j'ai fait non, ça va aller, merci. Et puis en fait, on m'en a fait écouter quelques-unes. Et puis il y en a, des fois, ça te parle, tu sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui, sans qu'on l'écrive spécialement pour moi, mais on te fait écouter quelque chose et tu te dis putain, je me reconnais vraiment beaucoup dedans. Et par exemple, là, le single qui est sorti il y a quelques jours, Tout ce que je veux, ça a été écrit par une jeune fille qui s'appelle Victoria et avec qui j'ai échangé un petit peu après, etc. J'ai tendance à toujours rajouter ma petite patte, changer quelques trucs, changer quelques mots parce que j'ai envie qu'elle me corresponde à 100%. Mais c'est là que je me suis découvert, peut-être que je peux chanter aussi des chansons que je n'écris pas. Et l'album, tu mets combien de temps à le préparer entre le moment où on te dit « Ok, il faut qu'on sorte un album » et faut qu'on le rende, ouais. On a eu 1 mois et demi. Il me semble. Sachant que pendant ce mois et demi, je suis partie une semaine en Espagne avec l'ancienne French House. On avait prévu un petit voyage, que j'ai été malade quasiment pendant tout ce mois. On a eu beaucoup de galères, ouais. Et puis c'était un laps de temps très court parce que j'avais rien fait de l'été, mais j'avais eu besoin de cet été, je pense, pour souffler un peu. C'est le mois d'août surtout qui m'a laissé un peu souffler parce que je suis partie vraiment très très loin à Punta Cana avec Marie, donc c'était vraiment genre il n'y a plus rien qui peut m'atteindre d'ici. Et après, en revenant, du coup, il a fallu bosser vraiment d'arrache-pied pour pouvoir le finir à temps, quoi. Tu définis comment ton style musical? Mon style musical, je dirais que je casse un peu les codes, que je fais pas ce que tout le monde aurait tendance à écouter, mais en même temps, tu sais, c'est le genre de musique, tu n'irais pas les écouter, mais quand tu les écoutes, tu te dis peut-être que je vais la réécouter demain. Et je fais de la pop un petit peu inspirée américaine, comme des fois c'est plus un peu variété. Je fais de tout, j'aime pas me ranger dans une case, j'ai envie de tout essayer et j'ai envie que les gens de partout puissent écouter ma musique parce qu'ils se disent j'aime pas tout ce qu'elle fait, mais par contre cette chanson j'aime bien. Ah, t'es ok qu'on... Je suis ok que les gens n'aiment pas forcément tout ce que je fais, mais que des fois ils écoutent certaines chansons et qu'il y en a certaines qui leur parlent. Je sais que je fais un style musical assez différent des fois sur l'album, on va retrouver vraiment plein de choses. Des ballades, comme des trucs très très pop, comme des trucs très très variétés. On va retrouver de tout. Et je pense que ça peut parler à plein de gens différents, du coup. Tu le fais écouter à qui, ton album? Genre, quand il est terminé, la première personne qui l'écoute, c'est qui? C'est mes meilleurs amis, je pense, en vrai. Ouais, quoique, en vrai, je fais pas tout écouter. Il y en a que j'aime... Il y en a, j'aime pas, de toute façon, les faire écouter. Et même quand elles vont sortir, j'aurais l'impression qu'on me les vole. Il y en a, elles sont tellement... J'ai fait une chanson sur ma maman dans cet album. Elle l'a pas écoutée. Elle l'a pas encore écoutée? Elle l'a pas encore écoutée, non.
Et après, je sais qu'elle a vu le listing et qu'elle a dû voir le gros titre Maman comme ça et qu'elle a dû se poser des questions. Oui, bon là, ça laisse quand même à penser quelque chose. Mais ouais, il y a des chansons qui me sont tellement proches des fois ou que j'ai écrit avec vraiment mes tripes que des fois, je les vois sortir et je me dis, mais maintenant, elles sont à tout le monde. C'est plus ma chanson, c'est la chanson de tout le monde. Et tandis qu'il y en a que j'aime bien faire écouter parce que elles sont ambiançantes, elles me font kiffer. Ouais, il n'y a pas un vrai message. C'est ça dépend. Comment tu fais? Je pensais ça la dernière fois. Quand tu écris une chanson en pensant à quelqu'un en particulier et que ce quelqu'un n'est plus dans ta vie. Ça t'est déjà arrivé ou pas? T'as déjà rencontré ce truc-là ou pas? Que quoi? La personne, elle disparaisse de ma vie après? Ouais. Genre, t'écris une chanson... On va mettre des mots. T'écris une chanson pour un mec et tu n'es plus avec ce mec. Oh, ouais, c'est arrivé. C'est arrivé, mais on est en bon terme aujourd'hui, donc pareil. Ah bon, ça va. Par exemple, ça va. Mais c'est rigolo parce que, par exemple, La Favorite, en fait, ça a fait tellement de drama en interne parce que les gens... c'était une histoire qui n'était pas publique du tout. Donc, en fait, entre nous, dans un certain groupe d'amis, ça a fait plein de problèmes parce que tout le monde savait. Mais la chanson, elle est passée comme de la crème sur les réseaux parce que personne ne savait, tu vois. Parce que La Favorite, c'est une chanson dans laquelle t'expliques que, globalement, c'est un mec qui a un choix entre deux personnes et que toi, tu resteras toujours la numéro 1. Exactement. Mais c'était visé quand même, mais c'était visé, mais personne n'a jamais su et personne ne saura jamais d'ailleurs. Mais c'était rigolo du coup parce que aujourd'hui, on est en bon terme avec toutes les personnes dont je parlais dans ces musiques. Et même en vrai, dans les musiques dans lesquelles je parle aujourd'hui, je parle aussi de mes ex. Donc, on est déjà plus en contact quand j'écris la chanson, tu vois. Mais je trouverais rigolo même que je me mette avec un mec que j'ai complètement descendu sur une chanson, ça ce serait encore plus drôle, tu vois. Et qu'il apparaisse dans le clip. Exactement, tu vois. Ça serait super. Donc quand tu écris des chansons sur les gens, tu sais que c'est rare que j'écrive des chansons vraiment d'amour ou une déclaration, ça je l'ai pas fait, tu vois. J'écris plutôt sur mes blessures d'avant, donc souvent je parle de personnes que j'ai connues avant. Et dans ces cas-là, ils reviennent un peu dans tes DM en te disant... Au fait, est-ce que ça, ce serait pas pour moi, ça, par hasard? Pour le moment, j'ai pas encore vu, mais quand l'album va sortir, écoute, tu seras à la fin de mes messages. Les DM sont ouverts. Je serai à la fin de mes messages. Non, les gens, après, ils connaissent un peu mes relations, donc je pense qu'ils s'attendent à ces petites chansons pour les cœurs brisés, etc. Parce que, mais c'est des chansons où je parle pas de choses précises, où vraiment, je pense que tout le monde peut se reconnaître dedans. Oui. Je parle vraiment de blessures que tout le monde a sûrement pu avoir en amour. Donc, j'essaye de généraliser toujours un peu mes chansons pour pas... On n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Gossip TikTok, on n'est pas là pour raconter l'histoire dans les moindres détails, mais plus pour parler de la douleur, quoi. T'aimerais bien faire genre une tournée ou un truc J'en rêve. Moi, le truc qui me fait kiffer, c'est les bus tours. J'en parle tout le temps au label. Je suis obsédée par ça, tu sais, genre les gros bus tours de tournée. Tu tapes toute la France dedans, tu dors dedans et tout en mode caravane. En fait, je pense que, oui, ok. Ça, je pense que sur le papier, c'est hyper cool. Ouais, mais en vrai, quand ça fait 15 jours, t'es dans ta couchette et tout, je pense que t'en peux plus. Je pense que c'est la douche et tout, ça doit être moins rigolo, les toilettes et tout. Ouais, non, j'avoue, ça doit être moins sympa. Mais ouais, l'ambiance d'une tournée, je sais pas, se taper le tour de la France comme ça et aller rencontrer les gens en vrai, c'est ça que j'ai envie de voir en fait. Parce que j'ai jamais fait ça. Mais oui, t'as fait des scènes ou pas? Des vraies scènes? Enfin, je sais pas je dis vraie scène, en fait. Qu'est-ce qu'une vraie ou une fausse scène, mais... J'ai fait des scènes... Après The Voice, j'avais fait, par exemple, le Cirque Royal de Bruxelles, mais bon, là, c'était avec l'équipe de Voice, donc c'était pas pareil, c'était pas mon concert. En tout cas, j'ai jamais fait de scène où les gens ont eu le choix d'acheter leur place parce qu'ils voulaient venir me voir moi. Oui, il n'y a pas le ticket OG, la cigale ou je sais pas quoi. Exactement. Et ça, c'est des choses qui sont prévues avec la sortie de l'album? On espère, en fait. On attend aussi de voir comment le public va réagir à l'album. Mais je pense que ça va suivre rapidement. On va pas commencer par le Stade de France, mais bon. Mais qui décide de ça? Enfin, c'est en fonction de quoi qu'on décide? Je pense que c'est en fonction de la réaction du public, en fonction de moi comment je me sens, en fonction des résultats en fait. Je pense que est-ce que les salles sont prêtes à m'accueillir? Est-ce qu'on est prêt à mettre le budget pour ce genre de scène, etc. Est-ce qu'on est sûr de remplir une salle? C'est aussi ce genre de choses. La pression. C'est vrai que si tu remplis une salle et qu'il n'y a pas... Moi, c'est ma pire angoisse. Mais je me dis, oui, alors je rêve de faire un concert, mais si je commence à prendre une salle et qu'il n'y a personne qui vient, j'ai l'air con. Non, si, franchement, il y aura du monde quand même. 15 personnes. Et t'aimerais bien faire un truc... Alors imagine, là, tu fais ce que tu veux, ok? On te dit, vas-y, t'as la salle, tu fais ce que tu veux. Est-ce que t'aimerais bien faire un truc hyper dansant, genre avec des chorés de ouf, ou plus... Je sentais que t'étais plus dans ce délire, se changer toutes les chorégraphies. Toutes les 30 secondes, ouais. Non, je vois des grands shows dans mes plus grands rêves, je vois des grands shows, mais comme après, j'ai des chansons qui sont beaucoup plus poignante, donc je vois aussi le gros halo de lumière planté sur moi, la salle tout en noir, exactement, avec juste le micro. Ouais, de ouf. Entre Adèle et Matt Pokora, voilà. Les shows, c'est entre Adèle et Matt Pokora. Très bien, c'est éclectique. Une arrivée en cerceau et puis juste celle avec ton micro.
T'as des petits rituels, je vais te dire avant la scène, mais peut-être pas avant la scène, mais avant d'enregistrer un son. Pieds nus. Ah, ok. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Genre, jamais avec des chaussures. Je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise, parce que idéalement, faut être debout pour mieux chanter. Donc, j'enlève très souvent mes chaussures, surtout que je suis souvent en talon de 15 cm. Donc, au niveau pratique, on n'est pas sur quelque chose de très, très, très pratique. Et je mets du temps souvent avant de chanter. C'est-à-dire que j'arrive en studio et je vais gratter de ouf. Je vais commencer à parler à tout le monde, je vais faire le tour, le temps que je me détende un peu. Et il y a un nouveau rituel qu'on a mis en place il n'y a pas très, très longtemps. C'est quand j'arrive en studio, d'abord, on chante une chanson Disney pour m'échauffer la voix. Oui. Et après, on y va. Quel genre de chanson Disney? Ce rêve bleu, La Belle et la Bête, ce genre de choses. Donc, t'as un coach vocal quand même qui t'accompagne sur tout ça ou... En ce moment, non. J'ai plus de coach vocal. J'ai arrêté les cours de chant à peu près après The Voice Kids. Mais là, on en reparlait justement. J'aimerais bien reprendre quelqu'un pour évoluer, parce qu'on peut toujours évoluer, on peut toujours faire mieux, prendre soin de moi, parce que je tombe très souvent malade. Donc, j'aimerais bien aussi comprendre pourquoi je tombe autant malade, pourquoi j'ai tout le temps la voix très sensible. Ça fait peur quand même. C'est horrible, en fait. Surtout en période de stress, ça m'arrive très souvent. Là, je pars à LA dans quelques jours. Je sais que l'avion... Il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas pris l'avion sans être malade. La clim de l'avion, elle me fait très mal à la gorge à chaque fois. Je suis trop sensible. À la limite, pour aller à LA, bon, c'est pas très grave, tu vois, mais c'est vrai que... Mais quand je vais revenir... que ton travail... Je vais te mettre une petite angoisse. Mais ton travail repose sur un truc que tu ne maîtrises pas, qui est ta voix. C'est... Du jour au lendemain, il y a des fois, je me réveille, j'ai plus de voix, quoi. C'est... finalement, heureusement qu'il n'y a pas encore de concert. Ouais, finalement, c'est pas le bon moment, je pense. Mais du coup, il faut que je trouve une routine pour peut-être prendre plus soin de ma voix, essayer de... Je sais pas, à moins prendre l'avion, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais est-ce que tu prends des conseils aussi auprès d'autres gens, tu vois, peut-être qui font le même métier que toi, pour t'aider, là, que ce soit pour la voix ou pour autre chose? Non, j'ai beaucoup de conseils, où souvent c'est les remèdes de grand-mère qu'on va me donner, en vrai, les trucs pour t'aider à soit pas tomber malade ou soit guérir assez vite. Mais après, je suis bien entourée. Là, l'album, on a trouvé un traitement à un moment qui m'a guéri en 3 jours et qui m'a permis de finir l'album. Parce que vraiment... On a des potions magiques. On arrivait à un point où on se disait... J'avais le nez bouché sur toutes les chansons. Il y a un problème, là. Soit c'est un parti pris et on garde ça. Mais j'étais en mode, je vais jamais pouvoir les rechanter comme ça, à moins de me faire retomber malade la veille, quoi. Donc, on a tout réenregistré. après que j'ai eu ma voix un peu mieux, quoi. Il y a beaucoup de traitements ou pas sur tes sons? Parce qu'il y a des gens, ils ont... En vrai, ça dépend, parce que des fois, pareil, c'est des parties prises sur certaines chansons. On a une voix un peu plus métallique, un peu plus robotique. Ça dépend vraiment du style de musique qu'on fait. Mais de façon générale, on met pas un autotune, on met un petit vocodeur, on met un truc qui égalise bien la voix. On la rend parfaite, forcément, on a envie de la perfectionner. Mais de façon générale, je chante pas trop mal en studio. Donc en vrai, il n'y a pas non plus des milliers de traitements à faire dessus. Je me dis ça parce que, est-ce que c'est pas un peu une pression de se dire, tu vois, en studio, c'est nickel, et si je chante en vrai, il faut que les gens, Complètement. Ça nous est tous déjà... Enfin, je sais pas toi, mais ça m'est déjà arrivé à la télé de me dire... C'est pas pareil. Oh, alors non, mais c'est clair, il y en a, c'est pas pareil du tout. Après, moi, je sais qu'avec le stress, des fois, ça m'arrive, j'ai l'impression de pas chanter bien, etc. Mais il y a ce truc aussi, quand tu chantes en live, t'as une émotion que t'as pas quand tu écoutes... une chanson enregistrée en studio et je sais que quand je chante en live, j'arrive à véhiculer encore plus d'émotions que quand j'enregistre en studio. Donc ça me fait moins peur parce que je me dis à contrario, j'apporte quelque chose d'autre en fait. On te compare un peu avec d'autres artistes qui ont pu avoir le même parcours que toi. Je pense par exemple à Bilal. Est-ce que parfois on vous compare Pourtant, c'est vrai qu'on a un parcours quasiment similaire avec The Voice Kids, etc. Mais non, on ne me compare pas énormément à Bilal. Et pourtant, c'est vrai que je pense que c'est celui qui a le parcours le plus proche du mien. C'est ce que je soit par rapport dit, au réseau, The Voice Kids, etc. C'est vrai que c'est très, très proche. Et aujourd'hui, on est encore amis. On soutient le projet l'un de l'autre quand on sort quelque chose, etc. Donc, on se suit de près, en tout cas. Ouais, c'est cool. Je voulais qu'on termine par faire un petit jeu. En fait, le principe est assez simple. Je vais te poser des questions sur des situations. Tu vas me dire quelle personne des réseaux correspond à cette situation. C'est hyper simple. C'est juste pour qu'on connaisse un peu plus tes goûts en matière de créateur de contenu. Parce que tu regardes aussi, je pense, que ce soit des TikTokers, des YouTubeurs. Sur les réseaux. Alors, le meilleur glow-up. Le meilleur glow-up, Sacha Sadoc. Ok. Il est devenu trop beau. Je l'aime trop. La personne la plus dramatique. La personne la plus dramatique, moi. C'est vrai, t'es un peu comme ça? Ouais, je trouve. Ouais. Genre sur le coup, je vais avoir tendance à... C'est la fin du monde, je vais appeler ma manageuse en pleurant, en lui disant que je vais tout arrêter, que je vais arrêter le monde. Et puis après, ça va mieux. Ah oui, puis après on respire, on se dit puis après on respire, Non, on dit on va se reprendre, on va pas tout arrêter. Le créateur le plus sous-coté.
Le plus sous-côté. TikTok, YouTube, comme tu veux. Insta. Mais, je trouve qu'Edouard, il mérite encore plus de lumière. Ouais. C'est un truc tout bête, mais je me dis, il est là depuis tellement longtemps. Et en vrai, il a une communauté qui est très investie. Et je trouve qu'il mérite encore plus. Il travaille tellement sur son image mode en ce moment. C'est beau ce qu'il fait. C'est très beau ce qu'il fait. Pendant la Fashion Week, là, exactement. il a fait des trucs tellement on s'est vu pointus. pendant la Fashion Week et j'étais trop fière de lui. Et je pense qu'il mérite encore plus de lumière. T'as été invitée à la Fashion Week? Ouais, un petit peu. T'es quel J'ai client, fait toi? Ludovic de Saint-Cernin et Tam en défilé. Wow. C'est le début, hein. Ah, mais c'est le débat. Bah, je peux te dire un truc, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Ça n'a jamais été le début. Non, c'est compliqué la Fashion Week. Le pire bad buzz. Le pire bad buzz. Je pourrais dire moi aussi. Ouais. Je pourrais dire moi, je pourrais dire mes ex, je pense qu'on va dire moi, ouais. Le ou la plus authentique. Loulou, Louise. Je trouve qu'elle retranscrit beaucoup, pour la connaître vraiment dans la vraie vie, elle retranscrit exactement la même chose sur les réseaux, je trouve. Ton idole YouTube. Vraiment la chaîne, quand il y a une nouvelle vidéo, tu la rates pas. Lucas adorable. Ah, il est drôle. Il me fait trop rire en fait. Il est tellement drôle. Tu sais, je sais que je vais regarder sa vidéo, après je vais être en bon mood, genre. Bah, le plus drôle. Alors, plus autre drôle. que Lucas adorable. Autre que Lucas adorable qui me fait beaucoup rire. Diego, il me fait trop rire. Diego Ferrez. Ah oui, ok. Il a un sens de l'humour qui est très particulier. Mais je sais pas, en fait, mais rien que sa tête, elle me fait rire des fois. Juste ses expressions de visage, il sait exactement comment faire rire les gens. Ça, c'est pas un beau compliment, rien que mais sa non, mais tête il fait me exprès, rire. je sais qu'il fait exprès, mais non, Diego, il est trop drôle. Et celui ou celle qui a le meilleur style. Qui a le meilleur style Gloria, Mademoiselle Gloria. Elle a fait un retour sur les réseaux. Et elle s'est rasée les cheveux. trop belle. Et j'ai trouvé ça incroyable. On s'est vu vraiment quelques fois, mais j'admire beaucoup son style. Et puis c'est une fille, moi j'avais reçu dans le clic, vraiment hyper simple. Ouais, pareil, j'ai trouvé trop cool. Elle est très spirituelle, très. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Non. Et son style, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais sur les réseaux, je sais pas, elle fait star là, comme ça. Mais toi aussi, t'as un style quand même qui est bien affirmé. Ça commence en plus, la coupe de cheveux là, c'est fait exprès pour. Non, je commence à m'affirmer un peu plus, que ce soit avec mes tatouages, mes coupes de cheveux, mon style. J'essaie de me rendre un peu plus mode de plus en plus, mais. T'as toujours aimé ce côté un peu. Complètement. C'est pour ça que j'étais peut-être pas aimée au collège, je m'habillais Enfin, tu sais, j'étais toujours un peu la fille un peu bizarre qui faisait les trucs différemment des autres. Aujourd'hui, je trouve que ça apporte ses fruits, donc je sais pas, je m'affirme comme je suis. Quelle belle façon de terminer cette interview, je m'affirme comme je suis. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes un créateur que tu aimerais bien voir à ta place, quelqu'un que tu apprécies sur les réseaux, ou alors quelqu'un au contraire que tu connais pas du tout et dont tu aimerais bien connaître un peu plus le parcours. Comme ça, tu le cites. J'arrive dans ses DM et je l'invite. Ok, il me semble que t'as pas reçu Esther encore. Non. Eh ben, Esther, elle a plein de choses à dire et c'est une fille très touchante. Et je suis sûre que tu ferais une super interview avec elle. J'aimerais bien parce qu'en plus, du coup, on l'a vu à la soirée où on s'est rencontrés et on avait bien matché toutes les deux. Oui, c'est vrai. On s'était bien entendu. Et elle est trop gentille. Ouais, elle a l'air Esther, trop c'est un gentille. amour. Et aussi, niveau mode, elle est très pointue. Oui, j'aime trop le fait qu'elle affirme sa grande taille avec ses talons gigantesques et tout. Je l'adore. Canon. Bah écoute Esther, avec plaisir. En attendant, je vous remets tout dans la barre d'infos, le lien de l'album dès que ce sera sorti, puis alors tous les liens pour aller découvrir les clips, les singles et tout ce dont on a parlé. Les réseaux sociaux d'Oji s'affichent, n'importe quoi, s'affichent juste là et les miens juste là. Et nous, on vous fait des très très gros bisous. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À bientôt. Ciao.